Bonjour et bienvenue donc à ce petit vidéo dans lequel je souhaitais expliquer en quoi la spirale évolutive que j'ai développée, dont un livre a été écrit sur le sujet, est une typologie en fin de compte qui permet de mieux comprendre l'être humain et qui permet aussi donc évidemment de favoriser le développement de l'intuition puisque c'est une façon de regarder l'être humain qui va nous permettre justement de poser un regard intuitif sur une personne et d'arriver justement, grâce à cette grille de lecture-là, à mieux comprendre et mieux cerner cet être humain-là qui se trouve devant nous par le biais de notre développement de l'intuition. Mais d'abord, donc, en quoi c'est une typologie? Alors, une typologie, finalement, c'est une façon de regarder l'être humain. Et sans passer par la voie de l'intuition, la façon que la spirale évolutive a été conçue, c'est de proposer donc le principe qu'il y a 7 grandes familles d'âmes dans l'humanité. Alors, 7 grandes familles d'âmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que chacun d'entre nous, nous avons ce que je pourrais appeler une lumière qui se manifeste dans diverses régions de notre corps. Et ces lumières-là, finalement, si on veut les appeler comme ça, ce sont les chakras. Les chakras, ce sont 7 expressions énergétiques qui, lorsqu'elles sont lumineuses, permettent à un être humain de se déployer dans un axe d'équilibre et de verticalité dans lequel l'être humain va déployer certaines compétences et certaines qualités naturellement. Alors, je vais vous présenter les 7 qualités que l'être humain va développer naturellement dans un contexte d'équilibre, justement. Alors, dans notre chakra racine, moi, je nomme le chakra racine comme étant associé à la famille d'âmes des bâtisseurs. Et les bâtisseurs, quand l'expression lumineuse de chakra racine se déploie, les êtres humains vont naturellement chercher à reconnaître le miracle de la vie et à humblement accueillir l'intelligence dont la vie se compose pour justement chercher à construire en accord avec les règles de la vie. Donc, le bâtisseur, c'est quelqu'un de très terre à terre, mais qui a compris justement que pour fonctionner dans le monde de la matière, il lui fallait donc se conformer à la vie, à l'intelligence de la vie qui habite la planète Terre, et donc de chercher évidemment à tenir compte de ces règles-là, de l'intelligence de la vie, pour comprendre de quelle façon qu'on peut développer dans la vie matérielle un certain nombre de matières, mais tout en respectant les règles de la vie. Alors, ça, c'est vraiment la première famille d'âmes. Alors, il suffit de voir un petit peu comment ça se passe dans le monde actuellement pour comprendre que l'expression lumineuse du chakra racine n'a peut-être pas su encore s'exprimer complètement, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas cherché d'une façon collective à se déployer en accord avec les lois de la vie. Et si on regarde aujourd'hui où est-ce qu'on en est en tant qu'humanité, c'est vraiment ça qu'on peut parler. Il faut savoir maintenant que lorsque la blessure émotionnelle de l'insécurité, qui est reliée donc au chakra racine, va se manifester, bien, inévitablement, cette expression lumineuse du bâtisseur équilibré va se transformer dans différentes conditions énergétiques. Ça peut être le désalignement, ça peut être l'hyperactivité, l'hypoactivité, l'hyperactivité surchargée, l'hypoactivité surchargée, l'hypoépuisement, l'hyperépuisement. Donc, toutes ces conditions énergétiques que je viens de nommer vont amener le bâtisseur à développer des caractéristiques, des fonctionnements, des comportements qui vont être en désaccord avec ce que je viens d'exprimer. Donc, pour faire des caricatures de tout ça, le bâtisseur, finalement, qui va se retrouver dans une position d'hyperactivité, va tendre, évidemment, à vouloir conquérir la matière, va avoir tendance, justement, à s'approprier la matière, ne tenant pas compte des limites de la matière ou de la façon que la matière se manifeste dans le monde terrestre. On va se dire, bien, moi, j'ai besoin, quelque part, d'un certain nombre de choses et je vais aller le chercher. Je me fous à quelque part si ça va déséquilibrer la nature, si ça va déséquilibrer la planète Terre. Moi, je veux mon joujou, pourrait-on dire, et je vais donc aller le chercher. Alors, ce sont les caricatures que je vous nomme, mais pour faire comprendre que la famille d'âmes du bâtisseur va donc, comme nous avons tous un état de nous-mêmes, va donc pouvoir s'exprimer que si on est capable, justement,
d'apprendre donc à respecter les règles de la vie et de construire la matière en accord avec ces règles de la vie-là. Alors, c'est très simple quand on y pense à ce niveau-là. Alors, donc, il y a eu d'autres conditions énergétiques que je pourrais présenter, mais tout ça pour vous dire que dans la famille d'âme des bâtisseurs, lorsqu'il y a un déséquilibre, il y a donc 7 conditions énergétiques de perturbation qui vont se déployer. Donc, en chacun de nous, nous avons lorsqu'il y a une blessure d'abandon a été vécue dans le chakra racine, ben, entraîner donc des comportements qui vont être en désaccord avec l'expression juste du bâtisseur. Et évidemment, ces expressions qui vont s'exprimer, comme je donne l'exemple de l'hyperactif tout à l'heure, vont se déployer en accord évidemment avec notre propre fonctionnement. C'est-à-dire que nous, en tant qu'êtres humains, on a un certain bagage de mémoire, pourrait-on dire, qui se manifeste quand nos parents vont nous donner naissance. Ben, on hérite à quelque part d'un bagage génétique dans lequel, qui est relié à l'histoire de notre famille. On sait également, en tenant compte de la médecine quantique, qu'on est en relation, en résonance avec un univers super lumineux dans lequel il y a une somme d'informations mémorielles aussi prenant d'autres vies qui sont associées à ça. Donc, on comprend évidemment que ce déséquilibre dans notre chakra racine ou du bâtisseur va donc se déployer à travers certaines perturbations et ces perturbations-là vont finalement se développer en tenant compte, évidemment, de ce bagage que nous avons en nous, dans notre champ énergétique, dans nos cellules, et qui vont donc entraîner certains comportements. Donc, vous voyez quelque part que quand je vous dis que c'est une typologie, bien évidemment, c'est que pour chacune des familles d'âmes, nous avons cette expression lumineuse et nous avons des conditions énergétiques de perturbation qui vont se développer suite à une blessure émotionnelle qui pourrait être donc l'abandon dans le cas du chakra racine. Dans le chakra sacré, c'est la famille d'âmes, c'est les communicateurs. Les communicateurs sont des gens qui sont à la recherche justement de la communication. Et quand on dit la communication, il faut bien comprendre que le chakra sacré, c'est au niveau du ventre. Hein. On va se dire, mais c'est pas relié à la communication, c'est la gorge. Voyons, qu'est-ce que tu disais là, Sylvain? Hein? Mais justement, le chakra sacré, c'est notre positionnement par rapport à qui nous sommes face à notre entourage. Ce positionnement-là, évidemment, implique quoi? Il implique que moi, si je veux me positionner d'une façon juste avec moi-même, pour commencer, je dois être capable de m'entendre intérieurement et de m'écouter intérieurement et d'apprendre à découvrir qui je suis au fond de moi-même. Alors, cette découverte que j'ai effectuée avec moi-même m'oblige donc inévitablement à développer ce que j'appelle la connaissance de moi-même, la connaissance de soi. Et cette connaissance de soi va entraîner inévitablement cette volonté que j'ai d'être authentique, de développer une forme d'authenticité avec moi-même. Et cette authenticité-là va m'amener aussi à me développer des relations avec mon entourage dans lesquelles l'authenticité va être recherchée aussi. Donc, cette authenticité-là qui est recherchée ben, va permettre évidemment à un individu de communiquer mieux avec lui-même, de mieux comprendre ce qu'il est. Donc, il y a une communication qui est effectuée de moi avec mon monde intérieur et de moi avec mon monde extérieur. Et l'authenticité est recherchée dans ces manifestations-là. Alors évidemment, l'expression de l'âme que nous avons tous au niveau du chakra sacré va donc nous amener à développer une connaissance de moi-même et une forme d'authenticité face aux autres qui va faire que je vais être dans une position de communication juste ou une forme de recherche de vérité, de sincérité qui va en résulter. Alors quand on regarde la société, évidemment, la blessure émotionnelle qui est associée au communicateur, qui va nous éloigner de la nature de l'âme, c'est le rejet. Alors, le rejet, évidemment, va faire que je ne vais pas me sentir accueilli par le monde extérieur. Et là, ça va entraîner donc des perturbations énergétiques. Comme on l'a déjà dit, il y a un certain nombre de perturbations qui vont résulter, qui vont entraîner des comportements aussi, qui vont nous refléter justement un comportement en désaccord avec l'expression de l'âme qui nous anime. Si je reviens avec l'hyperactivité dans le cas du communicateur, ben, quelqu'un qui est hyperactif va chercher à se manifester en tentant d'imposer ce qu'il pense, lui, vers le monde extérieur. C'est-à-dire qu'il est dans un état d'hyperactivité, donc tout ce qui anime son monde intérieur, il va chercher à l'imposer à son entourage. Et en faisant ça, bien évidemment, ça va refléter quelque part assez bien la société actuelle. Quand on regarde que dans le monde actuel, il y a énormément de gens, par exemple, qui vont mentir naturellement. Si on regarde le système capitaliste, comment il fonctionne, c'est normal de mentir. C'est normal de chercher
à obtenir le maximum hein, de ce que nous, on veut vendre à quelqu'un. Par exemple, on va essayer de lui vendre en ayant le meilleur prix, par exemple. Donc, on est loin de l'authenticité, on est loin d'une forme d'alignement de la communication. Et quand on regarde la publicité, par exemple, une publicité, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour consommer, elle est faite pour nous amener à vendre ou acheter quelque chose dont on n'a pas nécessairement besoin. Quand on regarde la politique, les politiciens vont nous promettre des choses qu'ils ne vont pas faire par la suite. Ils vont le faire uniquement parce qu'ils veulent se faire élire. On retrouve dans les médias, on retrouve dans tous les secteurs de l'information énormément de confusion entre ce qui est vrai, ce qui est l'authenticité, et ce qui se manifeste dans la réalité, qui finalement est souvent un reflet d'intérêts, hein, de gens qui ont des intérêts et qui vont finalement faire en sorte de faire valoir que leur vérité, c'est celle qui est basée sur les intérêts qu'ils ont, et ça va se déployer autour, évidemment, des médias, etc., et ça va passer. Alors, pourquoi on arrive à faire ça? Mais parce que, justement, il y a donc, d'une façon collective, une tendance chez l'être humain de ne pas s'aligner avec l'authenticité, mais de s'aligner, justement, avec cette volonté de convaincre les autres qu'on a raison. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la société actuellement d'une façon assez importante avec ce qui s'est passé avec le COVID, entre autres. Si on regarde maintenant le guerrier, c'est donc le chakra solaire. Et le chakra solaire, c'est la famille d'âmes des guerriers. Et les guerriers sont des individus, justement, qui ont envie d'incarner leur lumière. Incarner leur lumière, c'est incarner à quelque part ce que je suis. Alors, ce que je suis, effectivement, c'est que j'ai appris à reconnaître que j'étais un bâtisseur, que j'étais un communicateur, et à partir du moment que je suis dans le plexus solaire, ben, j'ai envie donc d'incarner ma lumière. Et incarner ma lumière, c'est incarner mes qualités, mes compétences, les plus belles choses que j'ai en moi, finalement, afin que je devienne un leader. Le leader, c'est que les gens me regardent, puis ils disent, ce gars-là, j'ai envie d'être comme lui parce que je trouve que c'est un beau modèle de façon de fonctionner qu'il a, cette personne-là. Donc, vous voyez que le leader n'est donc pas quelqu'un qui va, comme des fois, on va penser que le guerrier, à quelque part, c'est celui qui va avec sa massue, puis il va nous taper sur la tête pour nous dire qu'il a raison, puis qu'il va prendre pouvoir sur nous. C'est souvent ça qu'on a comme caricature du guerrier. Alors que dans ce cas-ci, évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le guerrier est un individu, justement, qui incarne sa lumière, et il incarne sa lumière, et il va chercher, donc, à collaborer avec d'autres êtres humains qui incarnent leur lumière, afin que tous ensemble, ils deviennent une force plus importante. Une force plus importante dans le sens que toute la lumière qu'ils incarnent vont faire que leurs compétences communes vont devenir supérieures parce qu'ils vont tous se mettre ensemble pour aller chercher donc des compétences plus élevées. Donc, on comprend ici que l'idée du guerrier, c'est d'abord et avant tout d'incarner notre lumière, puis de chercher donc à collaborer avec d'autres êtres humains qui vont nous aider à nous amener à aller plus loin dans le cheminement. Donc, on n'est pas dans un mode où on essaie d'affirmer ou de s'imposer aux autres. On essaye davantage de reconnaître qu'on a des compétences et que ces compétences-là, bien évidemment, les êtres humains qui sont à côté de nous ont aussi des compétences. Et parce qu'ils ont des compétences et qu'on en a, bien, on cherche à se mettre en relation avec des gens qui vont complémentariser nos compétences et qui vont nous permettre donc d'incarner cette fameuse lumière d'une façon encore plus rayonnante, encore plus lumineuse. C'est ça un peu que le guerrier, dans l'expression juste, va manifester. Quand on regarde encore une fois dans la société comment ça fonctionne, ici on vient toujours avec l'exemple des conditions énergétiques, des perturbations qui vont découler lorsqu'une blessure émotionnelle se manifeste. Dans le cas du guerrier, c'est l'humiliation. Donc, quand on se sent humilié, bien inévitablement, ça va nous amener à développer des comportements qui s'éloigne de l'expression juste de l'âme. Quel est le comportement qui est relié à l'hyperactivité? Pour revenir avec l'exemple de l'hyperactivité, dans le cas du guerrier, on va devenir effectivement un être dominant. Un être dominant, c'est un être qui va utiliser sa force. On n'incarne plus notre lumière. Là, on prend notre lumière, puis on cherche justement à imposer cette lumière-là vers l'extérieur, et là, on va l'utiliser avec la force. La force, évidemment, par l'aspect dominant. On va essayer donc de faire en sorte de faire comprendre aux autres à quelque part qu'on est fort, qu'on est puissant, et que parce qu'on est fort et qu'on est puissant, ben quelque part, eux doivent s'asseoir, puis doivent à quelque part se soumettre à l'autorité qu'on manifeste parce que justement, on est fort et puissant. Encore là, quand on regarde dans la société comment elle fonctionne, le système capitaliste fonctionne assez bien là-dessus, puisqu'évidemment, les gens qui ont beaucoup d'argent, ben, quelque part, c'est les gens qui ont un certain pouvoir sur les gens. Les gens qui sont forts, ben, quelque part, peuvent aussi manifester leur puissance. Et quand on regarde la guerre, comment ça se présente, les pays, pourquoi les pays cherchent à avoir des armements nucléaires, par exemple, ce qui est absolument absurde d'avoir des armements nucléaires, puisque ça pourrait détruire la planète. Mais pourquoi ces pays-là vont chercher à développer ça? C'est simplement pour dire à tous les autres pays du monde, je suis le plus fort, tout simplement. Donc, vous comprenez évidemment qu'on est vraiment encore dans une société
humaine qui est très loin, à quelque part, de la maturité qu'on devrait avoir en tant qu'humain. Et là, j'inclus tout le monde là-dedans. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais la tentative de la spirale évolutive, c'est de démontrer, à quelque part, que si on veut éventuellement évoluer puis changer, bien effectivement, il faut devenir conscient quelque part que l'expression de l'âme qui habite chacun d'entre nous bien, se manifeste à travers cette voie d'expression. Le chakra du cœur, donc c'est le serviteur, sa famille d'âme des serviteurs. Et dans ce cas-ci, évidemment, le serviteur, c'est celui à quelque part qui a développé une certaine maturité, parce qu'il a acquis donc la nature du bâtisseur, la nature du guerrier, la nature du communicateur, il les a apprivoisés et il devient quelque part un homme, un adulte, une femme, une adulte qui ont le désir maintenant de se dire, ben voilà, moi j'ai appris à m'aimer, et parce que je m'aime, ben j'ai envie de poser un regard sur la société en me disant, ben tiens, la société en est rendue là, puis moi j'ai l'impression que je pourrais aider la société à s'améliorer en déployant telle énergie, telle action, etc. Et c'est là qu'on va parler du service. Le service, ce n'est pas une volonté de dominant. Le service, c'est de dire, ben moi, humblement, je vois qu'il y a la société des éléments qui ne sont pas adéquats et j'ai envie d'apporter quelque chose dans la société qui peut faire un changement, qui peut aider l'être humain à évoluer, progresser, à s'améliorer, etc. Donc, le serviteur a vraiment une intention de servir la société, mais dans un acte d'amour pour lui-même. Ce n'est pas dans un acte de s'oublier. Hein? C'est vraiment un acte, je m'aime, et parce que je m'aime, ben, j'ai envie d'apporter quelque part l'expertise que j'ai développée à travers ma vie pour aider l'humanité à évoluer, progresser, cheminer. Alors, évidemment, la blessure émotionnelle qui est associée au serviteur, c'est la trahison. Et la trahison, lorsqu'elle se produit, ben, va entraîner donc les fameuses conditions énergétiques dont j'ai déjà parlé, qui vont nous éloigner donc de la nature juste du chakra du cœur, qui est relié donc au serviteur que je viens de présenter. Alors, si on vient avec l'hyperactivité, ben, ça va finalement amener ce qu'on pourrait appeler le dévouement extrême. Quand le chakra du cœur est trop déployé, se déploie trop fortement, on va avoir tendance justement à vouloir trop servir les autres, hein, parce que justement, on va être au service des autres, mais à notre détriment. C'est-à-dire qu'on va s'oublier et on va carrément, finalement, se donner d'une façon trop importante envers les autres, sans calculer quelque part nos intérêts là-dedans. Alors, ce sont des gens qui vont apparaître naïfs dans une société telle que la nôtre, parce qu'on va se dire, mais ces gens-là, ils donnèrent leur chemise, mais si on leur prend leur chemise, ils n'en auront plus. Puis ils ne réfléchissent pas à ça. Alors que si on parle de l'hypoactivité, pour donner un exemple par rapport au chakra du cœur, ben, l'hypoactivité, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est celui qui ferme son cœur en se disant, ben moi, je ne veux plus m'ouvrir parce que j'ai été trahi et je veux, quelque part, tout prendre. Donc, on retourne à la société, finalement, quand on regarde la collectivité, puis on retrouve des gens autour de soi qu'on connaît, etc., je suis certain que vous êtes capable de dire, ben, cette personne est plutôt dévouée et celle-ci est plutôt égoïste. C'est-à-dire qu'on a des tendances humaines qui nous animent tous, et il y a des gens qui vont être très dévoués, d'autres qui vont être très égoïstes, et ça reflète à quelque part ces conditions énergétiques que je décris par rapport donc aux serviteurs. Si on vient maintenant au niveau de la région de la gorge, c'est les créateurs, c'est la famille d'âme des créateurs, et lorsqu'on aborde le chakra de la gorge, on aborde les chakras qui sont plus orientés vers le monde spirituel. Donc le créateur, c'est celui qui a des antennes au niveau de sa tête et qui va être capable de capter ce qui se passe dans le monde, dans la conscience humaine, et il va être capable de capter des informations qui vont l'amener à être en mesure de dire, ben voilà, je perçois quelque chose, qu'on pourrait inventer, je perçois des nouvelles façons de voir le monde, je perçois des nouvelles visions de l'humanité. C'est un visionnaire. Et ce visionnaire-là est donc capable d'arriver à faire des propositions à la collectivité humaine, mais il a comme quelques pas en avance sur tout le monde. Et comme il y a quelques points d'avance sur tout le monde, ce qu'il va proposer, évidemment, ce sont des modèles, ce sont des inventions, ce sont des projets créatifs, ce sont des façons de voir le monde qui ne sont pas conformes à ce qui est vu actuellement dans le monde. Donc, souvent, ben, ces gens-là vont être critiqués au début, hein, ils ne vont pas être appréciés ou être reconnus parce qu'on va déranger la croyance collective humaine de l'époque et ils vont donc être rejetés. Puis avec le temps, bien évidemment, ces projets créatifs-là, s'ils ont une maturité puis une vérité, bien inévitablement, ils vont être intégrés dans la société, c'est-à-dire que la société va apprendre justement à accueillir
ce projet créatif-là parce que justement, il va faire son bonhomme de chemin, comme on dit, dans la conscience humaine. Mais au début, on va les rejeter. Donc souvent, les créateurs se retrouvent dans une position où ils doivent, dans leur vécu, amener la lumière de leur projet créatif, puis donc ils vont souffrir de certaine façon du rejet, et avec le temps, ils vont finalement être reconnus, peut-être même après qu'ils soient morts, hein, parce que quelquefois, ça prend un certain nombre d'années avant d'arriver à cela. Mais les créateurs ont donc un rôle à jouer assez important au niveau de ce projet créatif-là. Si on pense à l'idée d'une blessure émotionnelle, c'est l'injustice individuelle qui va se manifester chez le créateur. Ça veut donc dire que lui, en tant qu'individu, il va avoir l'impression d'une forme d'injustice qui est vécue d'un point de vue individuel. C'est-à-dire que lui, avec son projet créateur, il arrive avec son individualité et cette volonté de transmettre ce projet créatif-là. Et il va donc finalement sentir cette forme d'injustice, c'est-à-dire que la société ne le reconnaîtra pas à sa juste valeur. Ce qui va entraîner, donc, dans le cas de l'hyperactivité, si on reste avec cet exemple-là, un être qui va finalement être hyper créatif, c'est-à-dire qu'il va avoir plein de projets, mais comme il y a plein de projets, ben, c'est un peu comme quelqu'un qui est un peu comme une personne qui est toujours avec des idées plein dans sa tête, mais il y a de la misère à prendre ces idées-là puis en faire quelque chose de concret. Puisqu'il sait que ça ne sera pas accueilli par la collectivité, il va avoir tendance justement à être constamment en train de s'énerver, pourrait-on dire, avec les projets potentiels qui pourraient être là, qu'il pourrait concrétiser, mais il y aura plus de difficulté à se concentrer sur un projet pour le réaliser. Évidemment, ça serait une expression hyperactive chez le créateur. Alors évidemment, il y a d'autres conditions, comme je disais tantôt, d'autres façons de fonctionner chez le créateur. Et par exemple, si on parle de l'hypoactivité, ça pourrait nous amener à quelqu'un qui aurait plus tendance à être routinier. Hein, par exemple, qui serait à l'aise dans la routine parce que justement, lui n'aime pas justement la créativité, il n'aime pas justement ce qui n'est pas prévu. Donc, il va chercher donc à contrôler constamment sa vie pour qu'elle soit la plus conforme possible et qu'il n'ait pas de surprise. Vous voyez, ce serait un peu une autre expression chez le créateur. Si maintenant on monte au niveau du chakra frontal, qui est donc le philosophe, le philosophe, c'est la famille d'âme, et le philosophe, c'est un être justement qui a une certaine sagesse, parce qu'il a appris, lui, à développer une synchronisation des deux hémisphères cérébraux. C'est-à-dire que la raison et l'intuition collaborent ensemble. Et cette collaboration fait qu'il y a une position de témoin qui en résulte. C'est-à-dire que le philosophe est dans une position où il est capable de regarder la vie dans une position de témoin, détaché, dégagé. Puis dans cet état de détachement et de dégagement, il est capable de comprendre l'intelligence qui anime les événements de la vie. Par exemple, quelqu'un pourrait lui dire, ben voilà, j'ai vécu telle chose, c'est horrible. Le philosophe va être capable de regarder cet événement-là et être capable de faire ressortir l'expérience intelligente qui est derrière tout ça pour amener la personne à prendre conscience, à quelque part, de la force évolutive qui est derrière ça. C'est un peu, en fait, le philosophe, c'est beaucoup un intuitif qui est capable de se relier à la vie et qui est capable donc de comprendre que derrière les événements de la vie qui peuvent paraître incompréhensibles quelquefois, il y a quelque chose d'intelligent qui est derrière et lui va mettre de l'avant cet aspect-là. Le philosophe a aussi une particularité, c'est que c'est quelqu'un qui est capable justement, parce qu'il y a un équilibre intuition-raison, d'articuler une intuition pour que les gens soient capables de la comprendre. Parce que justement, sa raison est capable donc de prendre des intuitions et de l'articuler pour en faire un langage qui va être accessible à tous et chacun. Alors, ce sont des gens qui vont donc être capables d'écrire des livres, par exemple, qui vont être capables de développer une articulation de la pensée assez complexe, qui va faire qu'ils vont être en mesure de pouvoir donner un impact social, parce que leur vision des choses vont être associés donc à cette capacité justement de transmettre une connaissance assez large à une population assez vaste également. Donc, le philosophe est donc quelqu'un qui peut donc avoir un impact social assez important dû à cette capacité qu'il a de pouvoir donc transmettre ses intuitions dans un langage cohérent. Alors, c'est souvent des gens qui vont donc, on pense aux philosophes, on pense même à des gourous à quelque part qui ont su transmettre leur enseignement à travers l'écriture, à travers des conférences, etc., mais de transmettre quelque chose qui soit vraiment allumé d'une conscience et que beaucoup de gens aient envie de suivre parce que justement, il est aussi extraordinaire, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de cet intérêt-là qui va se retrouver chez le philosophe. L'injustice sociale, c'est la blessure émotionnelle chez le philosophe. Donc, on a compris que le créateur, c'est l'injustice individuelle. Ici, on parle d'injustice sociale, c'est-à-dire que le philosophe va se retrouver dans une position où il arrive avec un savoir, une connaissance riche, et au lieu, à quelque part, d'être soutenu dans cette connaissance-là, la société, souvent, va chercher, donc, surtout chez quelqu'un qui a un certain
une certaine valeur, hein, qui est reconnue par beaucoup de monde, bien, la société va souvent faire un genre de petit scandale. Et actuellement, avec la situation du COVID, on a beaucoup, je trouve, fait face à ce genre de situation-là. Beaucoup de gens qui avaient des choses à dire, et je ne fais pas nécessairement référence à des choses concernant donc le COVID, mais des informations qui peuvent être très riches et très intéressantes, plutôt que de les applaudir en disant « Wow, cette personne-là, elle aide d'autres êtres humains, elle apporte vraiment beaucoup de belles choses. » On va les applaudir, et on va lui dire « Continue. » Mais plutôt que faire cela, on a plutôt cherché à faire valoir que ces personnes-là étaient des charlatans, étaient bon, toutes sortes de nominations comme ça pour vraiment dévaloriser ce que ces personnes-là et leur enlever la crédibilité. Donc, on comprend ici que l'injustice sociale, elle fonctionne comment? Bien, elle fonctionne lorsque des gens qui deviennent trop populaires, mais qui ont une pensée qui n'est pas standardisée par la société, vont souvent se faire rejeter. Et c'est ça un peu que le philosophe risque d'expérimenter dans sa vie. Puis c'est là qu'évidemment, il se peut déconnecter un petit peu de cette vision équilibrée que je viens de nommer pour tendre vers d'autres conditions énergétiques. Et si on pense à l'hyperactivité, mais ça va faire, le philosophe hyperactif, ça va faire finalement quelqu'un qu'on va appeler le perché. Le perché, c'est celui justement qui, devant la blessure émotionnelle, va s'éloigner de cette articulation très forte, très enracinée qu'il va manifester, pour commencer peut-être à aborder des sujets moins accessibles, moins en mesure de justement donner un langage qui va donner à la personne un savoir très concret, très tangible dans la réalité terrestre. Et ils vont peut-être finalement se perdre un petit peu dans des équilibrations un petit peu déracinées par rapport à ce qu'ils auraient été capables de faire s'ils avaient été dans une expression plus juste du philosophe équilibré. De l'autre côté, évidemment, si on passe à l'hypoactivité, ça va faire effectivement des gens qui vont être ce qu'on appelle des scientifiques. Les scientifiques, ce sont des gens, effectivement, qui disent des choses uniquement parce qu'elles ont été démontrées, hors de tout doute, par la science. La science, c'est qui? Mais c'est l'être humain. Donc, on ne reconnaît pas autre chose que ce que l'être humain a pu trouver. Alors que quand on parle du philosophe dans une version équilibrée et dans une version peut-être même hyperactive, on donne au philosophe cette capacité qu'il a de reconnaître des choses qui ne sont pas démontrées scientifiquement par la science. Ce sont d'autres éléments qui sont démontrables et évidemment, on devient beaucoup plus fragile, surtout dans le cas de l'hyperactivité où on devient un peu plus perché, on devient beaucoup plus fragile à la critique et à se faire traiter à quelque part de Ruberlu, etc. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est le piège qui peut se retrouver ici. Et si on regarde maintenant la septième famille d'âmes, c'est le spirituel. Et le spirituel, bien évidemment, c'est l'individu qui se retrouve dans une position d'accomplissement. L'accomplissement, c'est l'être humain qui se retrouve dans une position où il accomplit ce qu'il avait à faire sur Terre. Et dans ces conditions-là, il est en connexion avec l'expression de son âme. Et parce qu'il est en connexion avec l'expression de son âme, il dégage certaines lumières, un certain rayonnement très harmonieux, très équilibré, très apaisant, qui va faire que les gens vont avoir envie de se retrouver près de lui. Ce n'est pas un être qui va faire des grands discours, c'est plutôt un être qui va apporter justement une expérience de bien-être chez les gens qui vont le côtoyer. Et cette expérience de bien-être-là vont donc amener les gens à avoir envie de se retrouver avec lui sans qu'il y ait ce besoin de grandes discussions, de grands échanges intellectuels ou quoi que ce soit. Ça, c'est plutôt chez le philosophe qu'on va retrouver ça, mais le spirituel, c'est plus une expérience spirituelle qui va être proposée. Et donc, le philosophe, dans ce contexte-là, bien évidemment, on peut facilement voir ça comme étant les gens, on entend souvent parler quelquefois de ce genre de type de gourou, de gens qui vont simplement s'asseoir, puis ils vont méditer, puis les gens, bien, quelque part, vont ressentir le bien-être d'être avec eux, puis ils vont simplement être avec eux sans qu'il y ait d'échanges intellectuels. Donc, c'est un peu ça qu'on va retrouver chez le spirituel. La blessure émotionnelle associée au spirituel, c'est l'injustice spirituelle. Alors, l'injustice spirituelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis un être réalisé, pourrait-on dire, et j'ai l'impression, quelque part, que la vie m'est pas facile, que Dieu, à quelque part, est dur avec moi. Il me semble que je devrais avoir plein de bénéfices parce que j'ai atteint un certain degré d'évaluation spirituelle. Donc, le bon Dieu devrait faciliter ma vie. Et comme je n'ai pas cette facilité, je pourrais me retrouver dans une forme de rébellion envers Dieu. Et là, ça pourrait entraîner deux grandes caricatures que je vais vous présenter, l'hyper et l'hypo ici. L'hyperactivité, ça va être évidemment
ce que moi j'appellerais le sectaire. Hein. Le sectaire, c'est celui qui se dit, ben voilà, Dieu n'est pas capable de reconnaître ma divinité, ben moi je la reconnais tellement que moi je vais me proclamer comme étant Dieu, et parce que je me proclame comme étant Dieu, ben je vais me retrouver avec un regroupement de gens qui vont vouloir me suivre et qui vont vouloir finalement reconnaître que je suis Dieu. Ils vont se comporter comme si j'étais Dieu. Donc évidemment, vous comprendrez ici que dans ces conditions-là, il peut y avoir des excès. Et on sait très bien que dans les sectes, il y a eu des excès quelquefois de cet ordre-là qui ont été exprimés. Et quand on regarde de l'autre côté, dans le cas de l'hypoactivité, on va retrouver évidemment l'existentialisme, c'est-à-dire celui, à quelque part, qui ne croit plus en Dieu. Il ne croit plus en Dieu, puis se demande même pourquoi il se lève le matin, il se demande pourquoi respirer, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce qu'il ne donne pas de sens à sa vie. Parce que c'est comme déconnecté, justement, de cette énergie spirituelle qui est en lui. Donc, vous voyez que c'est un peu le sens que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était de plutôt faire valoir quelque part, d'une façon sommaire. Je ne vous ai pas présenté les 56 états de conscience qui se retrouvent dans la spirale évolutive, mais je voulais vous faire comprendre justement que chacun d'entre nous, nous avons 7 expressions de l'âme qui sont en nous, et cette expression de l'âme-là, quelque part, ont tous, à quelque part, des énergies qui nous proposent de développer, hein, qui nous est proposé de développer. Et que plus on les développe, mais plus évidemment, on va retrouver une forme d'alignement avec notre être. Cet alignement-là, c'est une position favorable à une expansion spirituelle, hein, un développement spirituel. Puis évidemment, si on n'est pas en mesure de se déployer adéquatement à travers ces 7 chakras-là, à travers ces 7 expressions de l'âme, il va y avoir donc des perturbations énergétiques qui sont donc associées à des blessures émotionnelles qui vont nous éloigner de cette nature juste de l'être que nous sommes et qui vont nous amener progressivement vers des expressions désaccordées, je dirais, de l'être humain que nous sommes. Et c'est là que ça devient intéressant de comprendre que chaque être humain, nous avons 7 chakras, donc chaque être humain, nous avons des façons d'interagir avec nos chakras qui nous est propre, qui vont donc finalement favoriser l'expression d'une personnalité qui nous est propre, en sachant en plus que ces interactions énergétiques vont entraîner donc une certaine dynamique qui va favoriser certains comportements, mais en plus de ça, évidemment, nous allons commencer aussi à raisonner à travers ces interactions énergétiques-là avec notre histoire personnelle, avec l'histoire familiale de nos ancêtres, hein, et les mémoires d'autres vies. Donc, on comprend ici que tout ce processus-là dont je parle dans la spirale évolutive, c'est véritablement une spirale. La spirale, bien évidemment, elle résonne avec moi en tant qu'être humain, elle résonne avec mon passé, elle résonne avec mon histoire familiale, mes mémoires d'autres vies, avec mon potentiel futur. Et en plus de ça, bien, elle résonne avec les autres êtres humains que je côtoie. Et dans ce sens-là, on est comme dans une espèce de trame, une trame d'informations qui circule entre moi et mon entourage et qui font que, justement, je suis dans une forme de spirale, et cette spirale-là peut m'éloigner complètement de l'expression juste de mon âme si je me laisse porter, évidemment, par la collectivité, et si je retrouve une position d'alignement avec moi-même, bien là, j'apprends à renouer contact avec une forme d'individualisation qui va me donner l'opportunité de retrouver une expression plus juste de mon être. Alors, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous présenter la spirale évolutive comme un peu comme une typologie qui nous permet d'apprendre à découvrir comment nous fonctionnons et comment les êtres humains que l'on côtoie fonctionnent également, afin de mieux comprendre notre entourage, mais aussi mieux comprendre l'humanité. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.